Carl Jung, un nom qui résonne avec la profondeur de l'âme humaine. Il a fait une découverte, une révélation qui a changé à jamais notre façon de comprendre pourquoi certaines personnes, des personnes fondamentalement bonnes, se retrouvent toujours, invariablement, à attirer les mauvaises personnes dans leur vie. Ce n'était pas de la simple mauvaise fortune, ce n'était pas une coïncidence, c'était, et c'est important de le comprendre, un schéma psychologique précis que Jung a pu identifier avec une précision presque chirurgicale. Et voici ce qu'il a découvert. Ce n'est pas votre bonté en général qui attire ces figures obscures, c'est un type de bonté spécifique, une bonté avec 5 caractéristiques essentielles, qui fonctionnent comme un signal lumineux, un phare dans la nuit, disant aux narcissistes, aux manipulateurs et aux psychopathes exactement où trouver leur prochaine victime. Si vous avez l'impression, malgré tous vos efforts, de toujours vous retrouver entouré de personnes toxiques, cette vidéo va vous expliquer pourquoi. Et plus important encore, comment conserver votre bonté sans devenir un aimant pour ces prédateurs émotionnels. Mais attention, avant de continuer, je dois vous prévenir. Ce que vous allez entendre aujourd'hui va probablement vous amener à reconsidérer beaucoup de relations passées, et certaines de ces remises en question risquent d'être douloureuses. Alors, commençons. Il y a une question, une plainte que Jung entendait constamment de ses patients. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi est-ce que je finis toujours par attirer le même genre de personnes? Pourquoi ma bonté semble-t-elle attirer exactement ceux qui vont m'en abuser? Et Jung avait une réponse que personne ne voulait entendre. Parce que la plupart des professionnels de l'époque, et malheureusement encore aujourd'hui, donnaient des réponses sarcastiques. Vous n'avez pas de chance. Vous ne savez pas choisir vos fréquentations. Vous êtes trop naïf. Mais Jung est allé plus profond. Il comprenait qu'en psychologie, il n'existe pas de coïncidence répétée. Si un schéma se répète encore et encore dans votre vie, il y a une raison psychologique derrière. Et cette raison n'a rien à voir avec le destin ou la chance. Jung a observé que les personnes qui attiraient conséquemment les manipulateurs et les narcissistes partageaient quelque chose de commun. Ce n'était pas de la stupidité. En fait, beaucoup étaient très intelligentes. Ce n'était pas de la faiblesse au sens traditionnel du terme. Beaucoup étaient incroyablement fortes dans d'autres domaines de leur vie. Ce qu'elles partageaient, c'était un type particulier de bonté. Une bonté avec des caractéristiques spécifiques que les prédateurs émotionnels pouvaient détecter presque instantanément, comme un radar. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que Jung a découvert que ces prédateurs ne recherchent pas n'importe quelle personne bonne. Ils cherchent un type spécifique. Et si vous comprenez quelles caractéristiques possède ce type de bonté, vous pouvez commencer à les modifier sans pour autant cesser d'être une personne bonne. C'est l'objectif de cette vidéo. Pas de vous transformer en quelqu'un de froid ou de méfiant, mais de vous aider à être bon d'une manière qui ne fasse pas de vous une proie. Passons à la première caractéristique. La première caractéristique de la bonté qui attire les personnes obscures est ce que Jung appelait la bonté sans ombre. Et pour comprendre cela, vous devez saisir l'un des concepts les plus importants de toute la psychologie jungienne, l'ombre. L'ombre est la partie de nous que nous refusons. Elle contient tout ce que nous ne voulons pas être, notre agressivité, notre égoïsme, notre capacité à faire du mal. La plupart des personnes bonnes ont réprimé leur ombre si profondément qu'elles n'y ont presque plus accès. Et voilà le problème. Jung a observé que lorsque vous réprimez complètement votre ombre, vous perdez la capacité de reconnaître l'ombre chez les autres. Réfléchissez-y. Si vous n'avez jamais ressenti votre propre capacité à manipuler, il vous sera très difficile de détecter quand quelqu'un vous manipule. Si vous n'avez jamais éprouvé d'envie véritable, vous ne pourrez pas reconnaître l'envie déguisée chez les autres. Si vous avez complètement nié votre côté sombre, vous n'aurez pas les outils pour voir le côté sombre de ceux qui vous entourent. Jung l'exprimait de cette manière. Qui ne connaît pas sa propre obscurité est à la merci de l'obscurité d'autrui. Les prédateurs émotionnels peuvent détecter cette caractéristique très rapidement.
Ils savent que la personne qui nie son ombre est quelqu'un qui ne verra pas venir l'attaque. C'est quelqu'un qui va accorder le bénéfice du doute quand il ne le devrait pas. C'est quelqu'un qui va rationaliser des comportements inacceptables parce qu'elle ne peut pas croire que quelqu'un puisse être vraiment comme ça. Une patiente de Jung décrivait comment son ex-mari avait été incroyablement manipulateur pendant des années, mais elle ne pouvait simplement pas le voir. Pas parce qu'elle était naïve, mais parce que sa propre incapacité à manipuler la rendait aveugle à la manipulation. Elle disait « Moi, je ne ferai jamais ça, alors je n'arrivais pas à comprendre qu'il puisse le faire. » La bonté sans ombre est dangereuse parce qu'elle est naïve sans le savoir. La personne croit sincèrement qu'elle est réaliste, alors qu'en réalité, elle projette sa propre incapacité à faire du mal sur tous les autres. Et les prédateurs le savent, ils peuvent sentir cette naïveté. Ils la recherchent activement. La deuxième caractéristique, c'est la bonté qui a besoin de validation. C'est peut-être la plus courante et la plus exploitable. Jung a observé qu'il y a des personnes dont la bonté n'est pas complètement autonome. Elles ne sont pas bonnes parce que c'est leur nature, point. Elles sont bonnes parce qu'inconsciemment, elles ont besoin que cette bonté soit reconnue, appréciée, validée. Ce besoin de validation n'est pas toujours évident. La personne n'en est pas forcément consciente, mais il est là, sous chaque acte aimable. Un petit espoir que l'autre reconnaisse à quel point vous êtes bon. Une attente subtile de réciprocité. Et les manipulateurs détectent cela immédiatement. Parce que quand votre bonté a besoin de validation, vous donnez du pouvoir. Vous dites à l'autre « Mon bien-être émotionnel dépend partiellement de la façon dont tu réponds à ma bonté. » Et un manipulateur va utiliser exactement ça. Au début, il va vous donner toute la validation dont vous avez besoin. Il va vous faire sentir incroyablement apprécié. Il va reconnaître chaque petit geste que vous ferez. Et ça va vous accrocher. Mais une fois que vous serez accroché, il va commencer à retirer cette validation. Il va ignorer vos gestes bienveillants. Il va les minimiser. Et vous, sans savoir pourquoi, vous allez augmenter votre bonté pour récupérer cette validation qui vous faisait vous sentir si bien. C'est un cycle parfait pour le manipulateur. Plus il retire la validation, plus il reçoit de bonté de votre part. Et plus vous donnez, plus il a de pouvoir sur vous. Jung a décrit ce mécanisme en détail. Il a expliqué que la personne prise au piège dans ce cycle croit sincèrement qu'elle ne fait que faire le bien. Elle ne se rend pas compte que sa bonté est devenue une addiction à la validation. Et cette addiction, c'est exactement ce que le manipulateur exploite. La question clé que Jung posait à ses patients était la suivante. Seriez-vous toujours aussi bon avec cette personne si vous saviez avec certitude qu'elle ne vous remerciera jamais? Jamais que votre bonté passerait complètement inaperçue pour toujours? Si la réponse honnête est non, alors votre bonté a une composante de besoin de validation, et cette composante, c'est ce qui vous rend vulnérable. Je ne dis pas que vouloir être apprécié est mauvais, c'est complètement humain. Mais quand votre bonté dépend de cette reconnaissance, quand elle augmente ou diminue selon la réaction de l'autre, c'est là que vous devenez une cible parfaite. La troisième caractéristique, c'est la bonté qui ne tolère pas le conflit. C'est particulièrement dangereux. Carl Jung a observé que de nombreuses personnes bienveillantes ont une relation dysfonctionnelle avec le conflit. Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas le conflit, personne n'aime vraiment ça, c'est qu'elles l'évitent à tout prix. Elles préféreraient souffrir en silence plutôt que de générer une confrontation. Et les manipulateurs savent exactement comment exploiter cela. Parce que quand quelqu'un ne tolère pas le conflit, il suffit de menacer d'un conflit pour obtenir ce que l'on veut. Pas besoin de se battre réellement. Il suffit de faire sentir qu'il y aura une bagarre si on ne vous donne pas ce que vous demandez. Jung a documenté comment les narcissiques et les manipulateurs développent ce qu'il appelle le répertoire de la menace. De petits signaux, à peine perceptibles, que si vous ne cédez pas, il y aura des problèmes. Un changement de ton, un regard, un silence tendu. Et la personne qui ne tolère pas le conflit capte ces signaux et cède immédiatement, avant même que le conflit ne commence.
Ce qui est troublant, c'est que cette dynamique peut être complètement invisible. La personne bienveillante peut ne pas se rendre compte qu'elle cède constamment. Elle peut sentir qu'elle est simplement flexible, raisonnable, adaptable. Mais en réalité, elle est contrôlée à travers sa propre aversion au conflit. Une patiente, que nous appellerons Camille, a décrit comment sa mère narcissique avait contrôlé toute la famille pendant décennies sans jamais crier ni faire de scènes évidentes. Tout ce dont elle avait besoin, c'était ce petit changement dans son énergie que tous avaient appris à reconnaître. Et tous, y compris son père, ajustaient leur comportement pour éviter ce que ce changement d'énergie promettait. Jung signalait que l'incapacité à tolérer le conflit vient souvent de l'enfance. Les enfants qui ont grandi dans des foyers où le conflit était traumatisant apprennent à l'éviter à tout prix. Et cette stratégie de survie infantile devient une vulnérabilité adulte que les prédateurs exploitent sans pitié. La solution n'est pas de devenir conflictuel. C'est de développer la capacité de tolérer le conflit quand c'est nécessaire. Apprendre que le conflit n'a pas à être destructif. Que parfois, le conflit est la seule façon d'établir des limites saines. Mais pour ceux qui ont évité le conflit toute leur vie, cet apprentissage est incroyablement difficile. Et tant qu'ils ne le développent pas, ils resteront vulnérables à ceux qui utilisent la menace de conflit comme outil de contrôle. La quatrième caractéristique, c'est la bonté qui se sent responsable des émotions d'autrui. C'est l'une des plus subtiles et des plus destructrices. Jung a observé que certaines personnes bienveillantes ont une relation distordue avec la responsabilité émotionnelle. Elles ne se soucient pas seulement de ce que ressentent les autres, ce qui est normal et sain. Elles sentent qu'elles sont d'espérer responsables de ce que ressentent les autres. La différence est surprise. Se soucier de ce que ressente quelqu'un signifie que cela vous importe. Se sentir responsable signifie que vous croyez que vous avez le pouvoir et l'obligation de faire en sorte qu'il se sente différent. Et cette croyance vous met dans une position incroyablement vulnérable. Parce que si vous vous sentez responsable des émotions d'une autre personne, cette personne peut contrôler votre comportement simplement en montrant des émotions négatives. Les manipulateurs comprennent cela parfaitement. Ils savent que s'ils se montrent tristes, blessés, déçus, la personne qui se sent responsable va faire n'importe quoi pour changer cela. Elle va s'excuser pour des choses qu'elle n'a pas faites, elle va céder sur des choses sur lesquelles elle ne devrait pas céder, elle va sacrifier ses propres besoins pour répondre aux émotions de l'autre. Jung a documenté ce qu'il a appelé le cycle de responsabilité émotionnelle fausse. Ça fonctionne comme ça. Le manipulateur se montre émotionnellement mal. La personne bienveillante assume la responsabilité. Le manipulateur va mieux temporairement, renforçant la croyance que la personne bienveillante était bien responsable. La personne bienveillante apprend que son travail est de maintenir l'autre émotionnellement bien. Et le cycle se répète. Avec des demandes de plus en plus importantes. Le plus cruel dans ce mécanisme, c'est que la personne bienveillante croit vraiment qu'elle aide. Elle est convaincue que son sacrifice a un but noble. Elle ne se rend pas compte qu'elle est manipulée à travers sa propre compassion mal dirigée. Jung était très spécifique à ce sujet. La compassion sans limite n'est pas une vertu, c'est une pathologie. Et cette pathologie, c'est exactement ce que les prédateurs émotionnels recherchent et exploitent. La cinquième caractéristique est peut-être la plus difficile à accepter, la bonté qui vient d'une blessure non guérie. Jung a observé que beaucoup de personnes développent une bonté excessive comme réponse à un trauma précoce. Les enfants qui n'ont pas reçu l'amour dont ils avaient besoin développent parfois une croyance inconsciente « si je suis assez bon, je finirai par recevoir l'amour qui m'a manqué ». Cette bonté n'est pas authentique au sens où elle naît librement, elle est réactive. C'est une tentative d'obtenir quelque chose qui aurait dû être donné inconditionnellement. Et cette motivation occulte est détectée par les prédateurs émotionnels. Jung l'expliquait ainsi. Le manipulateur ne voit pas votre bonté, il voit votre blessure. Il voit que vous êtes à la recherche de quelque chose que vous n'avez pas eu, et il se positionne comme la personne qui va finalement vous le donner. Mais il ne le fait jamais.
Il ne fait que promettre, il ne fait qu'insinuer, il ne fait que vous faire attendre. Une patiente, que nous appellerons Chloé, a décrit comment son père narcissique avait été émotionnellement absent pendant toute son enfance, et comment elle, sans s'en rendre compte, avait passé sa vie adulte dans des relations avec des hommes émotionnellement distants, essayant inconsciemment de gagner l'amour qu'elle n'avait jamais pu gagner de son père. Sa bonté dans ses relations était immense, elle donnait sans limite, elle pardonnait tout, elle justifiait l'injustifiable. Parce qu'au fond, elle n'essayait pas d'avoir une relation saine, elle essayait de guérir une blessure de l'enfance. Et cet agenda occulte la rendait incroyablement vulnérable. Jung a observé ce schéma à répétition. Les personnes avec des blessures non guéries attirent souvent exactement le type de personne qui va recréer cette blessure. Non pas parce qu'elles recherchent la douleur, mais parce qu'elles recherchent inconsciemment l'opportunité de finalement triompher là où elles avaient échoué auparavant. Mais cette recherche se termine presque toujours par plus de douleur. Parce que vous ne pouvez pas guérir une blessure du passé en faisant en sorte que quelqu'un du présent vous donne ce que quelqu'un du passé aurait dû vous donner. La seule façon de guérir, c'est de travailler directement avec la blessure, pas de recréer les conditions qui l'ont causée. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Si vous vous êtes identifié à une ou plusieurs de ces caractéristiques, calme, cela ne signifie pas qu'il n'y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Cela signifie que vous êtes humain. Cela signifie que vous avez développé des stratégies pour survivre et être aimé dans un monde qui n'est pas toujours aimable avec les personnes sensibles. Le problème, ce n'est pas d'avoir ces caractéristiques. Le problème, c'est de ne pas savoir qu'on les a. Parce que quand on ne sait pas, on ne peut pas se protéger. Et c'est là que Jung se distinguait des autres psychologues de son époque. Il ne demandait pas d'arrêter d'être bon. Il savait que c'était impossible et même indésirable. Ce qu'il demandait, c'était d'être conscient de sa bonté, de comprendre d'où elle vient, de voir ses angles morts. Parce que la bonté consciente est complètement différente de la bonté inconsciente. La bonté inconsciente est automatique, réactive, aveugle aux intentions d'autrui. La bonté consciente est choisie, mesurée, confiante, capable de voir quand elle est exploitée. Et cette différence, c'est elle qui te protège, sans te faire perdre ton humanité. Maintenant, parlons d'un sujet que très peu de vidéos abordent. Comment les prédateurs émotionnels détectent ces caractéristiques? Parce que ce n'est pas de la magie. C'est un processus que Jung a documenté avec une précision chirurgicale. Les prédateurs émotionnels ont ce que Jung appelait une fermeture prédatrice. Ce n'est pas surnaturel, c'est le résultat d'années de pratique à identifier les vulnérabilités. Imaginez un pickpocket professionnel. Il peut se promener dans une rue bondée et en quelques secondes identifier qui a le portefeuille le plus accessible, qui est distrait, qui ne remarquera pas s'il s'approche de trop près. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'expérience, à chercher des signes spécifiques. Les manipulateurs font exactement la même chose avec les vulnérabilités émotionnelles. Jung a documenté que les prédateurs utilisent ce qu'il appelait des tests de sondage, de petites transgressions qui semblent innocentes, mais qui en réalité mesurent ta réaction. Par exemple, ils peuvent arriver en retard à un rendez-vous et observer comment tu réagis. Si tu te fâches clairement, tu n'es probablement pas une bonne cible. Mais si tu minimises ton agacement, si tu te précites pour dire « ce n'est rien », si tu te sens coupable de te sentir agacé, ce sont des signaux que le prédateur recherche. Ils peuvent raconter une histoire qui les met sous un jour légèrement négatif et voir si tu les défends avant qu'ils aient fini de parler. Si tu le fais, ils savent que tu as cette bonté qui ne tolère pas de voir les autres sous un jour négatif. Et ça, c'est exploitable. Ils peuvent exprimer une émotion négative et observer combien ça t'affecte. Si ton corps réagit, si tu te penches en avant avec inquiétude, nerveux si tu veux immédiatement arranger les choses, ils savent que tu te sens responsable des émotions d'autrui. Cible identifiée. Ces tests sont si subtils que la plupart des gens ne les remarquent pas.
Ils ressemblent à des conversations normales, ils ressemblent aux petits ratés de la rencontre. Mais pour le prédateur, chacun est une pièce d'information qui construit un profil de vulnérabilité. Jung était très clair à ce sujet. Au moment où un manipulateur t'a choisi comme cible, fermeture, il sait déjà exactement quel bouton presser. Il t'a déjà testé sans que tu le saches. Il connaît déjà tes points faibles. Mieux que tu ne les connais toi-même! Et voici la partie la plus perturbante. Les prédateurs ne choisissent pas leurs victimes au hasard. Ils choisissent spécifiquement des personnes avec les caractéristiques que nous avons discutées. Et ils rejettent ceux qui ne les ont pas. Un patient de Jung a décrit comment son ex-mari narcissique lui avait confessé, des années plus tard, qu'il l'avait choisie spécifiquement parce qu'elle semblait facile à modeler. Il n'a pas utilisé ces mots exacts, mais le message était clair. Il avait vu en elle les signaux qu'il recherchait et avait agi en conséquence. Cela peut sembler terrifiant, mais Jung voyait cela comme une bonne nouvelle, parce que si les prédateurs peuvent apprendre à identifier ces caractéristiques, tu peux apprendre à les modifier. Tu peux faire en sorte de ne plus être une cible attrayante, sans cesser d'être une personne bonne. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Jung a développé ce que l'on pourrait appeler des techniques de bonté protégée, des façons de maintenir ta nature bondadosa tout en fermant les portes que les prédateurs cherchent ouvertes. La première technique est l'intégration de l'ombre. Cela ne signifie pas devenir mauvais, cela signifie reconnaître que tu as la capacité de l'être. Cela signifie accepter qu'à l'intérieur de toi existe la possibilité de manipuler, de faire du mal, d'être égoïste. Non pas pour acter ces capacités, mais pour reconnaître qu'elles existent. Quand tu intègres ton ombre, quelque chose change dans ta perception. Tu commences à voir l'ombre chez les autres. Tu n'es plus aveugle à la manipulation parce que tu ne nies plus ta propre capacité à manipuler. Tu peux reconnaître les tactiques parce que, en théorie, tu pourrais les utiliser toi-même. Jung recommandait un exercice spécifique. Imagine que tu veuilles manipuler quelqu'un. Ne le fais pas, imagine-le seulement. Quelle tactique utiliserais-tu? Quelle vulnérabilité rechercherais-tu? Comment procéderais-tu? Cet exercice inconfortable a un but. Il te rend conscient des tactiques. Et quand tu es conscient, tu peux les reconnaître quand les autres les utilisent avec toi. La seconde technique est ce que Jung appelait l'autonomie de la bonté. Cela signifie déconnecter ta bonté du besoin de validation externe. L'exercice ici est de pratiquer des actes de bonté que personne ne saura jamais que tu as fait. Bonté anonyme. Bonté qui ne peut être ni reconnue ni remerciée. Au début, si tu as le besoin de validation, cela te semblera inconfortable. Tu te sentiras incomplet, comme si quelque chose manquait. Mais avec la pratique, quelque chose change. Tu commences à trouver satisfaction dans l'acte même d'être bon, indépendamment de la réponse. Ta bonté devient autonome. Elle ne dépend plus de ce que l'autre en fait. Et quand ta bonté est autonome, le cycle de manipulation que nous avons décrit avant ne fonctionne plus. Le manipulateur peut retirer la validation autant qu'il veut. Tu ne vas pas augmenter ta bonté pour la récupérer, parce que tu n'en as pas besoin pour commencer. La troisième technique est le développement de la tolérance au conflit. Jung recommandait de s'exposer graduellement à des situations de conflit mineurs pour développer la capacité de les tolérer. Cela peut commencer avec des petites choses. Exprimer une opinion différente dans une conversation sans importance. Dire non à une demande que tu accepterais normalement automatiquement. Soutenir ta position dans un désaccord mineur, sans céder immédiatement. Le but n'est pas de devenir conflictuel. C'est de développer la capacité de soutenir ta position quand c'est nécessaire, de ne pas s'effondrer à la première signe de tension, de pouvoir établir des limites sans que la peur du conflit te paralyse. Jung observait que cette capacité se développe avec la pratique, comme un muscle qui se fortifie avec l'usage. Au début, c'est inconfortable, mais avec le temps, la tolérance au conflit augmente. Et cela te rend confiamment beaucoup moins vulnérable à ceux qui utilisent la menace de conflit comme outil de contrôle.
La quatrième technique est la clarification de la responsabilité émotionnelle. Cela signifie développer une compréhension claire de quelles émotions sont ta responsabilité et lesquelles ne le sont pas. Jung était très spécifique. Tu es responsable de la façon dont tu agis avec les autres. Non, vous n'êtes pas responsable de ce que les autres ressentent à cause de vos actions. Ce sont deux choses complètement différentes. Si vous agissez avec intégrité, avec respect, avec considération, vous avez rempli votre part de responsabilité. Si l'autre personne choisit de se sentir mal malgré tout, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler, ni quelque chose dont vous devriez vous sentir coupable. Cette prise de conscience est révolutionnaire pour ceux qui ont porté la responsabilité émotionnelle des autres toute leur vie. Elle libère une quantité énorme d'énergie qui était utilisée pour gérer des émotions qui n'ont jamais été les leurs. Et, le plus important, confident, elle ferme la porte à la manipulation émotionnelle. Parce que si vous ne vous sentez pas responsable des émotions de l'autre, le manipulateur ne peut pas vous contrôler en affichant des émotions négatives. Sa tristesse, sa déception, sa colère cessent d'être des leviers de contrôle. La cinquième technique est ce que Jung appelait le travail avec la blessure originelle. Si votre bonté vient d'une blessure non cicatrisée, la seule façon de changer ce schéma est de travailler directement sur cette blessure. Cela nécessite généralement une aide professionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui se résout simplement en lisant ou en regardant des vidéos. Mais il y a quelque chose que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui. Observez. Vous demandez dans chaque relation si vous êtes en contact avec la personne qui est devant vous ou si vous essayez de résoudre quelque chose avec une personne du passé. Quand vous commencez à faire cette distinction, soudainement, quelque chose change. Vous n'entrez plus aveuglement dans des relations qui recréent votre blessure. Vous pouvez faire une pause et vous demander « Qu'est-ce que je cherche vraiment ici ?» Jung disait que le premier pas pour guérir une blessure est de la voir. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous ne pouvez pas voir. Et beaucoup de blessures restent invisibles précisément parce que nous ne les regardons jamais directement. C'est un peu comme observer attentivement la lumière filtrant à travers les vitraux d'une cathédrale comme Notre-Dame. La beauté révèle souvent une histoire. Maintenant, je veux parler de quelque chose que presque personne ne mentionne quand on aborde ces sujets, la culpabilité. Si vous vous êtes reconnu dans les caractéristiques que j'ai décrites, il est possible que vous ressentiez de la culpabilité maintenant. Culpabilité d'avoir attiré les personnes qui vous ont fait du mal, culpabilité d'avoir ces vulnérabilités. Jung était très clair à ce sujet. La culpabilité est inutile et injuste. Vous n'avez pas choisi d'avoir ces caractéristiques. Vous les avez développées en réponse à vos circonstances. C'étaient des stratégies de survie qui ont fonctionné à un moment donné de votre vie. Le fait qu'elles vous rendent maintenant vulnérable ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mal. Les seuls coupables sont ceux qui exploitent consciemment ces vulnérabilités. Ce sont eux qui prennent des décisions nuisibles. Vous essayez simplement d'être une bonne personne. Alors, si la culpabilité apparaît, reconnaissez-la et lâchez-la. Elle ne vous sert à rien. Ce qui vous sert, c'est la connaissance que vous avez maintenant pour vous protéger à l'avenir. Avant de terminer, je veux partager quelque chose que Jung a écrit et qui, je crois, résume tout ce dont nous avons parlé. Il a écrit « La bonté consciente est invulnérable. La bonté inconsciente est une proie qui attend d'être chassée. » Ce que Jung dit est profond. Il ne demande pas d'arrêter d'être bon. Il demande d'être conscient de votre bonté, de l'examiner, de comprendre d'où elle vient et quels besoins cachés elle peut servir. Parce que quand votre bonté est consciente, quand vous savez exactement ce que vous donnez et pourquoi vous le donnez, personne ne peut l'exploiter. Vous pouvez voir les tentatives de manipulation pour ce qu'elles sont. Vous pouvez reconnaître quand quelqu'un essaie d'activer vos vulnérabilités. Vous pouvez choisir de rester bon avec ceux qui le méritent et de vous protéger de ceux qui ne le méritent pas. C'est la différence qui transforme. Pas moins de bonté, de la bonté consciente. Si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose que vous ne pouviez pas voir avant, je vous demande de considérer la possibilité de soutenir avec Super Thanks.
Ce type de contenu nécessite non seulement des recherches approfondies sur Jung, mais aussi l'application pratique de ces concepts à des situations modernes qu'il n'avait jamais imaginées. Chaque soutien permet de créer plus de matériel qui protège vraiment les personnes qui sont exploitées sans le savoir. Des personnes comme vous l'avez peut-être été. Des personnes qui méritent de savoir pourquoi leur bonté semble toujours attirer ceux qui la méritent le moins. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier, c'est une déclaration. Cette information vaut quelque chose. Continuer à révéler ce que les autres ne mentionnent pas a de la valeur. Et maintenant, je veux vous poser une question directe. Parmi les 5 caractéristiques que j'ai décrites, bonté sans ombre, bonté qui a besoin de validation, bonté qui ne tolère pas le conflit, bonté responsable des émotions d'autrui, bonté qui vient d'une blessure, combien en avez-vous reconnu en vous? Vous n'êtes pas obligé de donner des détails, seulement le nombre dans les commentaires. 1, 2, 3, 4, 5. Ce nombre est une information précieuse, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui liront les commentaires et se rendront compte qu'ils ne sont pas seuls. Parce que c'est une partie de ce que Jung enseignait. Le premier pas pour changer, c'est reconnaître. Et reconnaître publiquement, même de façon anonyme avec un nombre, a un pouvoir que reconnaître seulement dans votre esprit n'a pas. Rappelez-vous, votre bonté n'est pas le problème. Le problème, c'est l'inconscience de votre bonté. Et maintenant que vous êtes conscient, vous avez le pouvoir de choisir comment et avec qui l'exercer. Jung a passé sa vie à enseigner que la conscience, c'est la liberté. Que plus vous vous connaissez, plus vous avez de pouvoir sur votre propre vie. Aujourd'hui, vous connaissez quelque chose de nouveau sur vous, sur pourquoi vous attirez ce que vous attirez, sur quelles caractéristiques vous rendent vulnérable. Utilisez cette connaissance, pas pour arrêter d'être bon, mais pour être bon d'une manière qui vous protège tout en protégeant les autres. Parce que, au final, la bonté la plus puissante n'est pas celle qui se donne sans réfléchir, c'est celle qui se donne en pleine conscience de ce qui se donne et à qui on le donne. Et cette bonté, la bonté consciente que Jung décrivait, n'attire pas les prédateurs, elle les repelle. Parce que les prédateurs cherchent l'inconscience, ils cherchent des portes ouvertes. Et quand toutes vos portes sont consciemment fermées, sauf celles que vous choisissez d'ouvrir, vous cessez d'être une cible. Vous devenez quelqu'un qui donne de la bonté par choix, pas par compulsion, par force, pas par faiblesse, par amour-propre, pas par besoin d'amour d'autrui. Et c'est exactement ce que Jung voulait pour tous ses patients, pas qu'ils arrêtent d'être bons, qu'ils soient bons avec les yeux ouverts. Maintenant, vous aussi, vous pouvez l'être. À bientôt dans la prochaine vidéo.